la première chose qui est frappante, si vous voulez, qui est frappante avec ce livre, c'est que, effectivement, c'est un travail qui se présente, je dirais, d'une manière mesurée et modeste. Le propos paraît réglé sur... il est dénué de jargon, et les enjeux paraissent situés. Mais en fait, si le ton est effectivement mesuré et modeste, si je peux me permettre ces adjectifs, le projet est d'une ampleur que je trouve, elle, assez réellement ambitieuse. Parce que je ne suis pas tout à fait aussi persuadé que Delia de ce que ça met forcément de l'ordre dans les idées quand on vous lit. Il me semble qu'au contraire, il est possible de proposer que vous établissez quelquefois, peut-être volontairement et quelquefois peut-être moins volontairement, un certain désordre, ou en tout cas remise en question des trajets préétablis. Alors, d'abord, passons par le titre, l'être et le genre. Hein, c'est bien ça. Je ne forme pas ce que vous avez proposé. Moi, je dois dire qu'effectivement, au départ, je me demandais où vous vouliez aller avec ça. C'est-à-dire que vous-même, d'ailleurs, vous le notez dans votre travail, le genre, ni Freud ni Lacan n'ont utilisé cette notion. Donc, c'est un abord nouveau, en tout cas pas usuel dans nos trajets. Et en plus, le rapport à l'être, c'est pas non plus quelque chose, au fond, tellement évident dans notre manière de circuler dans la psychanalyse. Généralement, lorsqu'on travaille ces notions, on est amené à parler du sujet, beaucoup plus classiquement que de l'être. Alors je me suis demandé effectivement pourquoi vous alliez chercher ces notions, ces concepts qui me semblaient... Moi je ne suis pas philosophe, hein, et vous l'êtes, c'est en tout cas ce que propose la couverture, que tout de même nous renvoie grosso modo à Aristote. L'être et le genre, hein, ça me semble s'originer quelque part là-bas. Je me demandais pourquoi tout d'un coup vous aviez recours à ces catégories. Alors, d'une certaine façon, je me demande, puisque le livre permet de poser la question, si c'est un travail que vous présenteriez comme un travail de psychanalyste ou un travail de philosophe. C'est une des questions que je crois qu'on peut se poser. Et en tout cas, en ce qui me concerne, et pour parler genre, je ne suis pas sûr de pouvoir trancher la répartition, si l'on veut, dans ce que vous proposez là. Alors, bien sûr, il y a un sous-titre. Le sous-titre est souvent plus explicite quand il y en a un que le titre « Hommes et femmes après Lacan »,« Hommes-femmes après Lacan ». Ce qui nous renvoie là peut-être à des signifiants dont nous avons forcément là le maniement, ou l'habitude, ou en tout cas l'écoute. Tout de même, évidemment, ce que vous faites, ce que vous proposez,
le genre, passé la surprise donc de la proposition, vous dites un peu ce qui vous y conduit. Et me semble-t-il, si vous avez repris cette notion, c'est à partir du travail, et là je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Delia, c'est-à-dire du travail des études de genre, notamment des Américains. Et vous citez abondamment, et c'est tout à fait intéressant, Judith Butler, et c'est Monique Wittig. Monique Wittig. Oui, c'est ça. Elle est canadienne, non? Elle est de quelle Elle est américaine. Et elle s'appelle Monique quand même, c'est un prénom américain. Je sais pas. Des apartés, on vous entend. Pardon? Des apartés, on vous entend. Ah, excusez-moi, oui. Oui, Elle a enseigné à Berkeley, en tout oui, cas, donc oui. je crois qu'il me semble qu'elle... Elle est d'origine américaine, c'est bien possible. Bon, en tout cas, voilà, vous repartez de cette question posée par les études de genre, c'est-à-dire, au fond, la question c'est est-ce que les reproches ou les attaques portées par les représentants de ces écoles sont justifiées et comment leur répondre. Au fond, je crois que c'est ça le projet de votre livre. Le problème, à mon sens, c'est que ça conduit à la fois à reprendre une part énorme des notions psychanalytiques. Hein, vous êtes obligé de faire une traversée considérable de tout ce que Freud et Lacan ont apporté dans le domaine des études passant par la question du sexe, et toute la psychanalyse y passe, et de vouloir en même temps intégrer le point de vue des études de genre. Et il n'est pas sûr que ces points de vue puissent toujours s'articuler. Ce qui fait que la question que je me pose et que je vous pose, c'est effectivement, à la fin, vous faites un travail tout à fait intéressant qui permet de reprendre beaucoup de choses, et vous vous appuyez sur des livres, sur des films, et tout ça est toujours très stimulant, mais est-ce que finalement, dans le travail psychanalytique, est-ce que d'introduire la notion de genre amène à une position, mettons, plus poussée, à travailler plus quelque chose, à amener alors cette fois le sujet à quelque chose qu'autrement il n'aurait pas pu aborder. Voilà, un peu, si vous voulez, le cadre dans lequel, au départ, je voudrais situer votre travail. Un peu, puisqu'il y a beaucoup de remarques, de questions dans la présentation que vous avez proposée du livre. D'abord, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi sur le titre « L'être et le genre ». C'était compliqué pour moi de trouver un titre compte tenu du climat extrêmement tendu autour des questions de genre dans la société civile, suite notamment au débat autour du mariage pour tous. Oui. Et donc, il y a eu quelque chose qui s'est produit à ce moment-là, qui à la fois m'a donné envie de travailler la question et d'écrire quelque chose sur la façon dont Freud et Lacan abordaient ce que les études de genre appellent le genre, et ce que Freud et Lacan appelleraient plutôt l'identification sexuée ou la position subjective par rapport à la sexuation. Et ça m'a donné envie de travailler à ce moment-là de clarifier par rapport à ce que Delia Cohen disait, ce que Freud et Lacan entendaient par genre, dans la mesure où un certain nombre de psychanalystes avaient pris position dans ce débat, et à certains égards, la psychanalyse avait pu apparaître comme
normative parce qu'hostile, selon certaines prises de position, hostile aux théories du genre, et donc nécessairement conservatrice de ce que les théories du genre appellent les normes de genre. Donc il y avait une espèce de climat comme ça extrêmement, je trouvais difficile pour la psychanalyse parce que on avait un certain nombre de préjugés qui se trouvaient soudain comme ça diffusés dans la société et qui ne rendaient pas compte en fait de ce que Freud et Lacan avaient dit sur le genre. Donc en fait mon intérêt, le fait d'avoir importé en psychanalyse ce concept de genre, il est parti, je l'ai fait parce qu'il y avait ce climat qui me semblait source de grands malentendus et ne rendant pas du tout compte aussi de ce que Freud et Lacan avaient pu dire sur la féminité, sur la masculinité, sur l'homosexualité, sur le mariage, sur l'amour, sur le désir, sur la jouissance. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. En même temps, j'ai intitulé l'essai « L'être et le genre » parce que, bien sûr, j'ai écrit en tant que philosophe et que psychanalyste, mais en même temps, la question de l'être, elle a une importance en psychanalyse chez Lacan. Elle revient régulièrement chez Lacan, et c'est vrai que c'est davantage Lacan que Freud qui a introduit cette question de l'être en psychanalyse. Et par exemple, il y a un certain nombre de textes où Lacan aime bien faire référence à cette question de l'être, et lui, il a apporté cette catégorie de l'être en psychanalyse, et par exemple, il lui arrive de définir la névrose en disant que c'est finalement que la névrose est une question du sujet sur son être. Une question du sujet sur son être. Il aime bien, il introduit finalement, en quelque sorte pour montrer, dépathologiser les symptômes, en fait, il montre finalement que c'est plutôt une question sur l'être du sujet. Où il dit à d'autres endroits, bon là j'ai pas les références exactes, mais que le sujet rejette dans l'énigme la question de son être et de sa sexualité. Et pour Lacan, la question de l'être, n'est pas la même que pour les philosophes, ce n'est pas la question de l'être en général, mais c'est la question de l'être sexué. La question, qu'est-ce qu'être sexué et que signifie de s'identifier à un homme ou à une femme. Donc, voilà, j'ai voulu repartir de ces questions-là. Donc, en fait, dans mon propos, il y a à la fois un enjeu d'actualité, il y a un enjeu politique, parce que j'avais envie de montrer aussi que la psychanalyse n'avait aucune raison, disons, de passer pour conservatrice, parce que justement, elle avait été plutôt la première à montrer que la question du genre était source de troubles pour le sujet, et que c'était même le point de départ, en quelque sorte, peut-être de la souffrance pour chacun. Et d'un autre côté, je me suis aussi intéressée aux textes des théoriciennes du genre et à ce courant anglo-saxon, en particulier au texte de Monique Wittig qui s'appelle La pensée straight, et au texte de Judith Butler, donc Troubles dans le genre, mais aussi Défaire le genre. Et finalement, j'ai essayé de repartir des questions que les études de genre posaient pour essayer de repenser la question qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être une femme en psychanalyse. Voilà. Pourquoi est-ce que finalement c'est d'abord une question avant d'être une norme? Voilà, c'était un petit peu ça mon propos. Et effectivement, au départ, ce ne sont pas des termes freudiens, ce ne sont pas des termes lacaniens, ce sont les termes qui sont posés par les études de genre et qui, à certains égards, ont soupçonné la psychanalyse d'être très attachée aux normes de genre, comme si la psychanalyse voulait maintenir, disons, un certain ordre symbolique dans le monde. Voilà. Et donc c'était un peu mon point de départ. Et moi je me suis dit que finalement, je suis repartie de l'expérience de l'analyse. Et ça aussi, c'est pas seulement un propos de philosophe, c'est aussi un propos en tant que psychanalyste, mais aussi en tant que
psychanalysante, c'est-à-dire finalement, comment est-ce qu'on rencontre dans une analyse la question soit de sa féminité, soit de sa masculinité, soit de son trouble dans le genre. Comment est-ce que ça se rencontre, cette question? Et j'ai voulu montrer que ça se rencontrait justement à un point où les normes sociales ne donnent aucune réponse aux tourments que le sujet rencontre. Voilà. J'ai voulu partir de là, et ça, c'est ce qui me semble absolument inaperçu par les études de genre quand elles parlent de la psychanalyse. Non pas quand elles parlent du genre, mais quand elles parlent de la psychanalyse. Voilà. Et donc, effectivement, ce qu'il y a quand même de très différent entre l'abord qui est proposé par les études de genre, qui sont aussi des disciplines universitaires, donc c'est pas la même chose que la psychanalyse, mais ce qui est très différent, c'est que, disons que du côté des études de genre, il y a quand même l'idée que la souffrance de ceux qui n'arrivent pas à se définir, par exemple, comme homme ou comme femme, elle vient du fait que des normes s'imposent à eux et, en quelque sorte, les excluent de l'ordre social parce qu'ils ne trouvent pas à s'identifier du côté homme ou du côté femme. Et du point de vue psychanalytique, il me semblait important d'essayer de démontrer, et c'est pour ça que je me suis appuyée aussi sur des œuvres littéraires d'autofiction, de démontrer que la souffrance ne pouvait pas simplement être mise au compte des normes sociales. Bien sûr, il y a une souffrance qui peut émaner de certaines rigidités des normes sociales, mais que finalement, en psychanalyse, on s'intéresse à ce qu'il y a de beaucoup plus singulier et de beaucoup plus énigmatique et en même temps subversif dans le rapport de chacun à sa souffrance. Et donc, du coup, j'ai voulu aussi repartir de là pour montrer que ce rapport aux normes sociales, en fait, était un premier abord qui apparaissait très... comment ? Voilà, très très superficiel, ou en tout cas très très généraliste, quoi. Et finalement, que quand on fait une analyse, justement, on ne vient pas simplement se plaindre des normes sociales, on s'aperçoit qu'il est question d'autre chose et que disons, le rapport qu'on entretient au fait d'être un homme, d'être une femme, ou pourquoi pas de n'être ni homme ni femme, n'est pas dissible dans des termes qui seraient simplement ceux d'une souffrance eu égard aux normes de genre. Voilà un peu le point de départ. Voilà. Et donc, ce que j'ai voulu montrer, c'est que on pouvait continuer à parler de féminité, en particulier de féminité et de masculinité, sans pour autant défendre des stéréotypes de genre. Voilà, c'était un petit peu ça mon idée. C'était plutôt de montrer que la question de la féminité en particulier, puisque c'est comme ça que Lacan l'aborde, elle confrontait le sujet, d'ailleurs, homme comme femme et comme même un sujet qui ne se définirait ni comme homme ni comme femme, cette question de la féminité, elle confronte chacun plutôt à l'absence de concept de la féminité, à l'absence de normes dernières de la féminité, parce que si on se détache, disons, de l'approche imaginaire de la féminité, de l'image de la femme, finalement, ce que Lacan montre, c'est que quand il dit que la femme n'existe pas, c'est précisément ça ne veut pas dire que la féminité n'existe pas, mais cela veut dire que peut-être que être une femme, c'est se confronter à quelque chose qui n'existe pas et en même temps qui exige une invention singulière. Mais ne croyez-vous pas que cette question avait déjà été, en somme, la base, d'ailleurs dans votre travail, vous y référez souvent à ce que dit Freud. Freud part de questions qui sont de cet ordre. Parce que quand il travaille la féminité, il découvre quelque chose de cet ordre que Lacan va reprendre. Mais c'est déjà posé. Mais pour ça, on n'avait pas besoin de passer par les études de genre.
Oui et non, c'est-à-dire que, en fait, bon, d'abord, il y a quelque chose qui est intéressé dans les études de genre, c'est que le discours de Judith Butler, en particulier, il a rencontré quelque chose de notre époque. Il faut aussi, moi, ça m'intéresse aussi de comprendre pourquoi est-ce que notre époque, pourquoi une génération aussi se reconnaît dans ce discours, pourquoi ça parle aussi au sujet. Donc ça, c'est intéressant de comprendre pourquoi de quoi ça parle et pourquoi est-ce que ça, finalement, même si c'est un discours qui ne se situe pas du tout dans le même registre que le discours psychanalytique, parce que c'est un discours qui, finalement, est un discours à la fois d'un côté universitaire et en même temps militant et politique, parce qu'il s'agit d'obtenir des droits, finalement, de faire reconnaître un certain nombre de droits, donc c'est pas du tout le propos de la psychanalyse, mais néanmoins, c'est un discours qui diffuse aussi une certaine idée de ce qu'est le genre, de ce qu'est le trouble dans le genre, de ce qu'est la confusion des genres, et donc du coup, de la façon dont les sujets contemporains vivent leur sexualité, leur désir et leur jouissance. Justement, dans cette question de genre, il me semble que l'un des points qu'on rencontre dans votre travail et qui est intéressant, puisque paradoxalement, au fond, c'est plutôt au niveau des études de genre que la question du genre est mise en question. C'est-à-dire que... oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire, oui et non. C'est-à-dire que moi, en fait, il me semble que les études de genre doivent beaucoup à la psychanalyse. Et que les questions qui sont posées par les études de genre n'auraient pas pu être posées sans Freud et sans Lacan. Et il me semble que le premier qui a posé la question, finalement, de qu'est-ce que devenir une femme, sans considérer qu'il s'agissait simplement d'un développement qui relevait de la nature, ou de l'anatomie, ou de la psychologie, ou de la sociologie, c'est Freud, dans son article sur la féminité en 1931, qui pose la question, qu'est-ce que devenir une femme? Comment un être finalement aux dispositions bisexuées devient une femme? Bon. Donc il s'intéresse déjà à la féminité en tant que devenir, c'est-à-dire qu'en tant qu'il n'y a pas de programme et de déterminisme. Après tout, un être né anatomiquement femme peut très bien ne pas devenir une femme pour Freud. Donc une des réponses que Freud a apportées, c'est que le sujet, disons, devient une femme en devenant mère. Ça, c'est en devenant mère. C'est une des réponses de Freud. C'est-à-dire que le fait de pouvoir trouver dans l'enfant la satisfaction, disons, qui lui manque, eu égard au fait d'être confronté à une certaine forme de castration, serait une des solutions freudiennes. La solution que Lacan a interrogée, remise en question, en disant finalement la maternité n'est pas la féminité. Il ne me semble pas quand même que chez Freud ce soit aussi catégorique que ça, hein, la question de la maternité comme seul horizon, pour pas reprendre le mot d'avenir de la femme, me semble moins clair que ce que... Oui, non, je pose, disons, une des thèses de Freud, et moi ce qui m'intéresse chez Freud, c'est pas tant cette thèse, c'est la façon dont lui-même s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui marche pas comme ça. Bah oui, voilà, c'est surtout ça qui est important, oui. À la fois, il y a cette réponse, et en même temps, il évoque justement dans l'article sur la féminité de 1931, il évoque le fait que il y a quelque chose dans la féminité qui serait en même temps de l'ordre dit d'une énigme, c'est là où il avance le terme d'énigme de la féminité, et qui fait que on ne comprend pas finalement ce que veut une femme. Parce que finalement, c'est peut-être pas l'enfant, c'est peut-être autre chose. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle veut? Voilà. Donc c'est une très belle question. Que veut une femme? C'est-à-dire, que veut une femme? Ce n'est pas aborder la question de la féminité à partir de l'anatomie, ce n'est pas aborder à partir de la psychologie ou de la sociologie, ce n'est pas aborder la question de la féminité à partir du rôle, c'est pas que doit être une femme, que veut une femme, oui, c'est aborder la féminité à partir du désir. Tout à fait, mais en même temps... C'est ce que Lacan a repris. En même temps, vous dites, et à juste titre, vous reprenez la formule de Freud, que veut une femme,
Ce qui met bien l'accent sur un point qui me paraît décisif, c'est que tout de même, c'est une par une dans l'abord freudien et psychanalytique que se pose la question. Exactement. Ce qui est quand même tout à fait différent que quand on propose le genre qui fait forcément un collectif. Voilà, et absolument, vous avez tout à fait raison de souligner ça, c'est un point essentiel qui fait qu'en même temps, il y a peut-être, comme vous l'avez dit au début, un non-rapport entre les études de genre et la psychanalyse, c'est-à-dire que, en tout cas, en particulier pour la question de la féminité, et c'est vrai que ça c'est Lacan qui l'a mis en avant, elle ne peut pas s'aborder par l'universel. On ne peut pas dire toutes les femmes se définissent à travers telle conduite, tel désir. Il y a quelque chose dans la féminité qui a à voir avec le fait de ne pas pouvoir s'inscrire dans un universel, dans une classe, de ne pas pouvoir être toutes pareilles. Voilà. Quelque chose qui a à voir avec le fait d'être un peu hors du registre de l'universel. Et ça, c'est quand même Lacan qui l'a formulé de façon logique. En fait. Elles ne sont pas toutes. Voilà, il a avancé ce concept, c'est vrai qu'il est compliqué, mais quand le concept de pas toutes, comme il dit, je trouve qu'on l'entend bien quand il parle de la folie des femmes. Je trouve que c'est intéressant quand il reprend les préjugés misogynes à l'égard des femmes, notamment qui peuvent se colporter à travers des phrases comme « toutes les femmes sont folles ». Et qui reprend cette idée en disant oui, toutes les femmes sont folles. Et tant mieux. Oui, elles sont folles, mais pour lui, ça ne veut pas dire qu'il s'agisse là d'une défaillance, ni qu'il s'agisse... Pour lui, c'est pas misogyne de dire ça. C'est-à-dire que, bien sûr que c'est un propos misogyne de le dire comme ça, mais en fait, quand c'est repris par Lacan, il s'intéresse à l'envers de ce préjugé, et il dit finalement, si on dit dans la langue « toutes les femmes sont folles », c'est qu'il y a en effet peut-être quelque chose dans la position féminine qui s'apparente à la folie du point de vue d'une référence à la norme, précisément. J'ai lu un livre récemment d'un philosophe qui s'appelle Jacob Rogozinski, qui a écrit un livre sur la haine, qui s'appelle « Ils m'ont haï sans raison ». Et justement, en fait, c'est sur les sorcières, c'est justement sur la logique de la haine, mais il reprend en fait il essaye de montrer comment est-ce que la féminité, à travers la figure de la sorcière, a été finalement ce que Lacan appelle un objet petit a, a été un objet de haine dans la civilisation occidentale. Et donc, voilà, quand Lacan dit « toutes les femmes sont folles », c'est dans Télévision, il dit ça, « toutes les femmes sont folles », c'est-à-dire pas folles du tout. Moi, je trouve que c'est extraordinaire comme renversement, parce que pas folles du tout, donc il nous dit à la fois, elles ont tout à fait raison d'être folles, d'une certaine façon, au sens où elles ont raison de ne pas s'inscrire dans le tout de façon, disons, fanatique. Je pense à un passage aussi où je crois que c'est dans le séminaire 18 d'un discours qui ne serait pas du semblant, où il dit que la femme est l'heure de vérité pour l'homme. Oui. Donc elle le confronte à quelque chose qui fait chuter un peu les semblants phalliques en quelque sorte, et qu'elle le confronte à une heure de vérité qui est un moment difficile. Voilà. Pas toujours. La preuve, c'est que vous êtes inspiré très judicieusement de certains lames chauds. Oui, certains lames chauds. Donc c'est pas forcément si douloureux que ça. Ah oui, mais j'adore ce film, je crois que c'est mon film préféré. Donc c'est vrai que je suis partie de ce film parce que je me suis dit, mais voilà, au moins dans ce film de Billy Wilder de 1958, on s'amuse avec le trouble dans le genre, oui. Et c'est vraiment une expérience jubilatoire, et on n'est pas dans ce discours qui viserait, à travers la dénonciation des normes de genre, finalement à engendrer des clivages, des rejets, des ségrégations. Au contraire,
moi, ce que je trouve formidable dans le film de Billy Wilder, c'est que en même temps qu'il s'amuse avec les normes de genre, parce qu'il s'amuse avec les normes de genre, avec qui se déguise en femme, il y a un aspect parodie, bien sûr, de la féminité, mais en même temps, ça va beaucoup plus loin, parce qu'il montre quand même, chez ces deux hommes, que le passage du côté des femmes les trouble profondément. C'est-à-dire que tous les deux, ils vont revenir profondément transformés de ce voyage du côté de la féminité. Ouais, ça les révèle. Ça les révèle, voilà. Alors, il y en a un, on ne sait pas très bien, Jack Lemmon, on ne sait pas très bien s'il va revenir ou pas, parce qu'il a rencontré un homme qui est prêt à le prendre tel qu'il est. Donc, Nobody's perfect. Nobody's perfect, voilà. Donc, Ben oui, c'est le mot de la fin. c'est le mot de la fin, voilà, exactement. Et qui est très joli puisqu'il s'applique à un homme. Voilà. Voilà, oui, c'est une merveille ce film. Et en fait, c'est vrai que je suis partie de Certains l'aiment chaud et je suis arrivée au film de Guillaume Gallienne, Les garçons et Guillaume à table, parce que je trouve que, et d'ailleurs je crois qu'il se réfère à Certains l'aiment chaud, il y a un esprit comme ça jubilatoire autour de, pour le coup, du trouble dans le genre, qui permet de montrer aussi que la rencontre avec le genre, c'est pas seulement la rencontre avec les normes sociales, que c'est quelque chose de beaucoup plus intime et beaucoup plus singulier. De Xavier Dolan, Laurence Anyway. Oui, je l'ai pas vu celui-là. Alors essayez de voir ça, absolument. Ouais. Bon, il est prodigieux vu son jeune âge. Laurence Anyway, oui, m'en a parlé. Ce jeune âge faire de telles œuvres, c'est comme ça laisse un peu rêveur. Mais c'est très intéressant avec Melville Poupeau, c'est remarquable. Oui, moi j'aime bien m'appuyer sur le cinéma parce que c'est vrai que je trouve qu'à travers le cinéma, on sort justement d'un discours général et on va vers des parcours comme ça subjectifs. Voilà. Il y a une question qui pourrait... Oui, chacun son tour. Alors allez-y. Vraisemblablement une question qui va se poser parce que maintenant qu'on est au niveau opératoire d'une opération chirurgicale, si une femme est transformée en homme, et qu'on ne lui ait pas enlevé l'utérus, elle pourra ensuite avoir un enfant. Alors, où est la relation homme-femme, désir d'enfant? Ça peut devenir très compliqué. Voilà. C'est pas encore fait, mais ça saurait tarder. C'est-à-dire que effectivement l'intervention sur le corps dans le réel, elle nous force à repenser un certain nombre de catégories, mais en même temps, il n'est pas sûr qu'elle apporte un véritable soulagement au sujet. Enfin, peut-être qu'elle apporte un soulagement dans certains cas, mais encore une fois, c'est à voir au cas par cas. Et là, du coup, je ferai référence, puisqu'on en parlait avec Delia Cohen, à un ouvrage collectif que j'ai coordonné avec un collègue et ami qui s'appelle Fabien Fanwox, sur subversion lacanienne des théories du genre, où il y a un article d'un psychanalyste qui s'appelle Pierre-Gilles Guéguin sur, justement sur cette question, sur le premier être humain qui a obtenu le droit de n'être déclaré sur sa carte d'identité ni comme homme ni comme femme, neutre, qui est donc qui s'appelle, parce qu'elle a le troisième genre, qui s'appelle Nori Mewelby. Donc en fait, elle a changé de nom, et donc il s'agit donc d'un sujet qui est passé du sexe masculin au sexe féminin avec une opération. Donc c'est un sujet australien. Et finalement, l'opération n'a pas produit la certitude attendue. C'est-à-dire qu'il y avait une certitude au départ, je suis né homme, mais je ne suis pas un homme, je suis sûre que je suis une femme. Finalement, l'opération a lieu, on s'aperçoit que l'opération dans le réel ne donne pas la certitude non plus. Donc finalement, c'est que je ne suis ni homme ni femme, donc je vais me faire reconnaître au niveau de la loi comme de sexe neutre. Et donc c'est un article qui est intéressant sur ce troisième genre, justement, qui montre que d'un côté, on a avec ce sujet-là quelque chose qui est vraiment une invention
qui est singulière, qui est propre à ce cas-là, mais en même temps que la question de l'angoisse, elle n'est pas résolue par l'intervention chirurgicale. Non. Voilà. Mais les imprimeurs vont plus loin, c'est-à-dire que maintenant, il y a effectivement des déclarations où c'est déjà prévu, c'est imprimé. Ah oui. Le nœud, je veux dire le nœud. Mais l'Argentine vient Oui. de mettre ça en place dans sa constitution, troisième genre. Voilà. Carte les papiers d'identité, il peut y avoir quelqu'un qui soit troisième genre. Mais en fait, je dirais que pour la psychanalyse, peu importe. En fait, la psychanalyse n'a pas de réticence particulière, ni elle va pas, ni, enfin, un psychanalyste ne va ni inviter d'office un sujet qui souffre, disons, d'une contradiction interne quant à son genre, ni à se faire opérer, ni de façon générale, enfin, prescrire une interdiction par rapport à ça. C'est pas tellement la question. La question, c'est est-ce qu'on en passe par la parole, est-ce que le sujet va pouvoir formuler la façon dont ce trouble advient en lui, est-ce qu'il en est, ou est-ce que la réponse doit être immédiatement chirurgicale pour obtenir une certitude. Ça, c'est pas une réponse psychanalytique. Voilà. La réponse chirurgicale. Non, c'est pas une réponse psychanalytique. Voilà. Parce que ce que je veux dire, c'est que la psychanalyse ne prend pas position dans ce débat pour ou contre l'intervention chirurgicale, que c'est pas la question. La question, c'est pour ou contre le passage par la parole. Mais je trouve que ce terme de certitude, moi, je le trouve intéressant parce que c'est un terme que Lacan emploie beaucoup. Et finalement, chez Lacan, il y a quand même l'idée que le rapport à l'identité n'est jamais de l'ordre d'une certitude. En fait. Qu'on est condamné de l'ordre d'une certitude. On est toujours condamné à une forme d'incertitude sur son être, et en même temps cette incertitude est aussi le lieu du désir, le lieu du questionnement, justement de même. Lacan a évité de parler d'être homme ou d'être femme, puisque c'est généralement position qu'il propose. Ce qui implique justement quand même une différence, c'est-à-dire c'est pas un état, une position. C'est vrai. Oui. Je pense qu'il y a quand même des endroits où il se réfère à l'être femme, mais au sens où pour Lacan, l'être est une position. Dans ce sens, oui. Voilà. Encore faut-il déconnecter l'être, effectivement, de l'essence. Voilà, c'est ça, exactement. L'être à avoir avec la subjectivité. Je trouve justement puissant dans la position de Lacan par rapport à ces questions, c'est qu'il continue à se référer à la féminité. Même lorsqu'il parle de jouissance féminine, il continue de se référer à la féminité quasiment jusqu'à la fin de son enseignement. Il y a un ouvrage qui n'est pas un ouvrage de Lacan, mais qui est une référence de Judith Butler, mais à mon avis, je pense que c'est quelqu'un qui a dû lire Lacan. C'est un universitaire américain de Berkeley qui s'appelle Thomas Lacker, qui a écrit La fabrique du sexe. Cet ouvrage est absolument passionnant. Il a lu Lacan, La fabrique du sexe, Thomas Lacker. Et quand même, parce que vous posez la question sur la féminité, il montre que ce qui pose problème dans la civilisation, c'est le corps féminin. Depuis le début. Il montre ce qu'on n'arrive pas à penser, c'est qu'est-ce qu'un corps féminin. Donc il y a quand même quelque chose dans la question du genre qui a à voir avec comment penser la féminité. Bien sûr, mais je pense que la grande différence entre Butler et Lacan, c'est qu'il n'y a pas de symétrie pour Lacan entre masculin et féminin. On ne pense pas et l'un et l'autre en miroir. Parce que chez Butler, par exemple, Butler, elle aime bien la phrase de Lacan, la femme n'existe pas. Elle la reprend à son compte, cette phrase. Elle adore cette phrase, la femme n'existe pas. Elle l'adore pour dire, ah mais oui, la femme n'existe pas, mais l'homme non plus. Donc, le genre n'existe pas. Et précisément, ça annule toute la puissance du propos de Lacan. Parce que quand Lacan dit la femme n'existe pas, il ne dit pas, alors, tout est neutre et tout est asexué. La femme n'existe pas, mais des femmes existent. Et que signifie donc d'exister en même temps en ayant à faire cette expérience qui peut être
plus ou moins ravageante de ne pas se sentir exister. Vous parlez de sujets hyper modernes. Est-ce que c'est de ça que vous vous référez? On n'a pas entendu. Je dis que Clotilde Le Guil, dans son livre, parle de sujets hyper modernes. La question du genre n'aboutit pas à abolir cette question de il n'y a pas de rapport sexuel pour justement permettre quelque chose qui en tiendrait lieu. Qui en tiendrait lieu. Le genre permettrait le rapport sexuel qui autrement, effectivement... C'est ça. Ou l'idée que la disparition du genre serait une solution pour faire rapport sexuel. C'est-à-dire que justement, ce qui est puissant chez Lacan, c'est que se référer à un homme et une femme, ce n'est pas pour autant penser la complémentarité des genres. C'est même le contraire. C'est-à-dire c'est penser le non-rapport. Donc le non-rapport, la non-complémentarité, la non-symétrie et ce que vous reprenez, ce terme de maîtrise. La non-maîtrise sur la chose sexuelle. Et ça, je crois que c'est tout ce qui nous sépare en tant que psychanalyste de n'importe quel discours qui viserait à faire de la sexualité une chose qu'on peut maîtriser ou même un objet scientifique. Et c'est pour ça que pour reprendre un cas particulier, je me suis appuyée sur le travail d'écriture et de témoignage de Catherine Millet, parce que c'est une femme qui dit des choses qui sont difficiles à dire. Voilà. Il y a une trilogie justement qui fait tout d'un coup qu'on a une trajectoire sur la féminité et on voit aussi différentes dimensions entre la question de la sexualité, la question de l'amour et la question du rapport à la mère, avec ces 3 ouvrages, avec la vie sexuelle de Catherine M, Jour de souffrance sur la jalousie et le dernier, Une enfance de rêve, sur le trauma dans le rapport à la mère de son enfance. Et je trouve que c'est passionnant parce que elle commence par écrire la vie sexuelle de Catherine M, où là on pourrait dire que ça pourrait vraiment plaire aux théoriciennes des études de genre, parce que voilà une femme qui déjoue tous les stéréotypes sur la féminité, sur la sexualité féminine, qui a une sexualité parfaitement libertaire, libérée, libertine, sans limite, qui n'est absolument pas tourmentée par, aucune norme sociale, et qui a l'air de s'épanouir donc dans cette sexualité multiple qui est totalement disjointe de l'expérience amoureuse. Totalement disjointe de l'expérience amoureuse. Bon. Donc, on découvre Catherine Millet à travers la vie sexuelle de Catherine M. Et puis, 10 ans plus tard, quelques années plus tard, elle écrit Jour de souffrance. Et là, on découvre Catherine Millet, une femme amoureuse qui elle-même ne pensait pas qu'elle n'avait pas de maîtrise sur la chose sexuelle et qu'elle allait se retrouver confrontée à une Hilflosigkeit, une détresse totale au moment où elle vit une expérience qui peut sembler banale, qui est que l'homme qu'elle aime désire d'autres femmes. Bon. Et là, il y a quelque chose qui chute totalement, qui la ravage, et où elle rend compte de cette expérience de jalousie qui est sans limite chez elle, où elle ne pense plus qu'à ça. Et d'ailleurs, elle témoigne du fait que c'est en retournant voir un analyste qu'elle a pu se dégager de ça, et par l'écriture. Voilà. C'est la jalousie qui l'a conduit à la première. Oui, tout à fait. C'est la jalousie qui l'a conduit à écrire. Non, pas seulement à écrire, mais dans cette surconsommation. Ce qui m'a intéressée, d'abord, c'est que ce sont en effet des autofictions, des autobiographies. Voilà. Donc, elle essaye d'écrire quelque chose sur ce qui lui échappe elle-même dans son rapport à la sexualité, à l'amour et au désir. Donc, j'en étais au 2e livre, Jour de souffrance, et c'est vrai qu'à la fin de Jour de souffrance, elle dit finalement cette parole qu'elle attend en vain de l'homme qu'elle aime, Jacques
une parole qui pourrait l'arracher à cette jalousie, qui pourrait la rassurer, qui pourrait lui permettre de retrouver quelque chose de son être perdu, de son être de femme désirée. Finalement, elle va quand même la trouver à la fin, quand elle va lui dire « tu devrais écrire quelque chose sur ta sexualité ». C'est lui qui lui dit ça. Donc, il y a eu la psychanalyse et cette parole. Et c'est là qu'elle écrit La vie sexuelle de Catherine M, où elle arrive à témoigner avec une distance, comme si d'ailleurs elle le dit dans l'introduction, qu'en écrivant ce livre, il y a eu quelque chose qui s'est comme séparé d'elle, comme si son corps s'était séparé d'elle, ce n'était plus elle, finalement, et elle a pu, du coup, exhiber aussi cette vie sexuelle et affronter les jugements, parce que finalement, son corps était séparé de son être, voilà. Et le troisième livre qui m'a donné envie d'écrire sur elle, c'est celui qui est paru très récemment, qui s'appelle Une enfance de rêve, où je dirais qu'on s'avance, enfin c'est intéressant parce que avec les 3 livres, on s'avance de plus en plus dans le territoire de la féminité, en fait. Hein, et de la féminité en tant qu'elle n'a rien à voir avec la question des stéréotypes et des normes de genre, justement. Et le dernier livre porte sur ce que Lacan appelait le ravage maternel, qui porte sur son rapport à sa mère et sur la façon dont elle a découvert ce que signifiait ou ce que ne signifiait pas être une femme à travers l'interprétation que sa mère a faite aussi de la féminité, à travers la vie sexuelle de sa mère. Et donc ce livre m'a beaucoup touchée, Une enfance de rêve, parce que c'est une autre Catherine qu'on découvre là. On écoute cette petite fille qui est prise tout d'un coup dans quelque chose aussi de l'obscénité et de la vulgarité de la mère qui l'éclabousse elle et qui fait qu'après elle est marquée par quelque chose. Voilà. Et donc ce qui m'a intéressée finalement dans la seconde partie de l'ouvrage où je prends différents cas d'autofiction, c'est de dire que finalement l'objet de la psychanalyse c'était pas tellement le genre justement, mais c'était plutôt cette marque traumatique qui a à voir avec, le plus souvent quand même avec ce que c'est qu'être un homme ou ce que c'est qu'être une femme, et cette marque traumatique qui est à la racine même du sujet et qui rend compte de, pour le coup, vraiment des coordonnées subjectives inconscientes de chacun et du rapport de chacun à son corps. Voilà, donc je trouve que le parcours de Catherine, alors bien sûr, on peut dire, non, ce n'est pas une psychanalyse, oui, par ailleurs, elle a fait une analyse. Et si elle peut écrire comme ça, c'est aussi que bon, elle a quand même un rapport à son propre parcours, un certain détachement qui fait qu'elle a pu dire, je pense, elle a pu témoigner, disons, de quelque chose. Donc ça, ce qui est intéressant dans cette trajectoire et dans cette trilogie, c'est que cela a à voir quand même, ça nous apprend aussi quelque chose de ce que peut être aussi un parcours analytique. Disons qu'elle témoigne aussi de ce dont il peut être question dans un parcours. Moi, il me semble que ce dont elle témoigne, c'est qu'elle a, avant même de rencontrer Jacques-Henri, qu'elle avait déjà ce rapport à la sexualité extrêmement libertaire, qui était aussi dû à un moment, enfin, à son histoire, et aussi aux années 68. Enfin, alors après, elle a rencontré un partenaire avec qui tout ça a pu peut-être se déployer, en effet. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une femme qui on peut vraiment pas dire disons qu'elle se plie à des normes de genre, et néanmoins, elle est confrontée à la question de la féminité. Voilà, c'est ça qui m'a intéressée par rapport à Jour de souffrance, à Une enfance de rêve. C'est de montrer que finalement, la vie sexuelle, aussi libertaire soit-elle, ne prémunit pas nécessairement contre de cette expérience d'avoir affaire avec la question de qu'est-ce qu'être une femme. Parce que finalement, quand elle est confrontée à cette jalousie mortifère, pour elle, c'est une véritable surprise. Voilà.
Mais ce n'est pas une exclusivité féminine, la jalousie. Non, non. Ce n'est pas une exclusivité féminine, la jalousie. Certainement, oui. Moi, Dans son enfance, elle a rien. je reste avec cette question très compliquée, je trouve, de savoir au fond, et ça se repose, il me semble, à chaque temps de la psychanalyse. Il y a eu des époques à l'époque de Lacan où les féministes ont eu à discuter avec les psychanalystes et il y avait effectivement un écart qui était, il n'y a pas de rapport sexuel, ça tient peut-être à ça, qui était impossible d'une certaine manière. Et là, on se retrouve aussi avec cette histoire de genre dans une difficulté, parce que finalement, ça montre bien combien le psychanalyste n'est pas politique. Ne peut pas entraîner un mouvement politique. Le politique va suivre le psychanalyste. Enfin, il y a quelque chose entre ce que le psychanalyste travaille et le politique qui me semble très, très complexe. C'est surtout très Parce que, si vous voulez, il me semble aussi que les théories du genre ne sont pas sans intérêt. Même si elles ne nous concernent pas directement dans notre pratique, il y a quelque chose où elle touche quelque chose du réel quand même, qui doit revenir. Je ne sais pas, c'est un rapport très complexe. Un peu comme avec les féministes à l'époque. Donc le problème, peut-être que la profonde divergence, elle est aussi autour de la question de l'identité et de l'identification. C'est-à-dire que, quand même, en tout cas, la psychanalyse ne pousse pas à faire de sa souffrance un point d'identification avec d'autres au sein d'une communauté. Voilà. Elle pousse plutôt à dissoudre voilà, ce sentiment de souffrir comme les autres au même endroit et d'aller chercher plutôt ce qui, dans cette souffrance, n'est pas universalisable. Mais je me demande toujours, enfin je parle de l'influence que le social peut avoir sur moi. Oui. Qu'est-ce que malgré tout ça me produit dans mon travail clinique? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre qu'on soit totalement indemne de ce qui se joue là. Voilà. Je sais pas. Mais comment? Non, mais c'est dans la langue. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué, même sur France Culture, les pronoms ne sont plus du tout accordés. C'est-à-dire c'est la porte par lequel. Oui. Hein? Oui. C'est très, très étonnant. Oui. Et c'est constant maintenant. Oui. Donc, très présent. on fait de ça. Oui, ça c'est intéressant. Oui, c'est quand même. Comment on est affecté, c'est aussi que ça. Mais je le prendrai du côté de, effectivement, la question du genre peut nous affecter dans notre pratique, mais peut-être ce qui nous affecte le plus, c'est cette tentative de ce discours actuel sur une normalisation des jouissances. C'est peut-être là où on est. Oui, mais c'est tellement délicat, c'est très très complexe. Mis à la question. Oui, parce que d'accord. ce que vous soulignez avec lequel nous adhérons, ça marque encore plus quand même le funambulisme que la psychanalyse doit pour se tenir là voilà, par rapport à c'est ça, tu l'as dit. Il y a quelque chose de funambuliste. une rupture. Hein, ça conforte Lacan et 4-5 discours, c'est une rupture un peu plus que vous soulignez. On déplace totalement les choses qui agitent la vie sociale complètement. Et bien, c'est les histoires de mariage pour tous, tout ça qui nous ont un peu sollicité, questionné. C'est intéressant que nous terminions un peu là-dessus, parce qu'au fond, vous, quand vous commencez votre livre, vous proposez de mettre à distance ces questions. Hein, vous dites, je ne veux pas traiter du mariage pour tous, je ne veux pas traiter de l'adoption des enfants ou de la gestation des enfants pour autrui. Ça, vous dites que ça ne fait pas partie
de vos préoccupations, mais en fait, vous y êtes Ah ramené. si, ça fait partie de mes préoccupations, mais c'était en fait, ce livre est né dans un second temps, c'est-à-dire que j'ai d'abord écrit d'ailleurs un petit article au moment où il y a eu tous ces débats autour de la loi sur le mariage pour tous, sur les différentes positions qui avaient été Mais prises dans le par les livre, vous psychanalystes. l'annoncez comme ça. Bah, finalement, je me suis dit que c'était pas le propos là, c'est-à-dire qu'on pouvait interroger la question du genre ou de la féminité ou de la Ouais, est-ce qu'on peut virilité justement oui. en dehors du fait de prendre parti, ou tout en étant d'ailleurs tout à fait favorable au mariage pour tous. Voilà, finalement, c'était le fait d'être favorable au mariage pour tous ne signifie pas que nécessairement on prône l'abolition des genres. Voilà. Ah, ça certainement pas, mais qu'on soit obligé politiquement d'en tenir compte, c'est une autre question. De tenir compte de quoi? Mais de l'insistance de la question, ce qui peut aussi aboutir Oui. à écrire le livre. Voilà, c'est ça. C'était plutôt pour montrer que finalement ce que Lacan avait dit du genre ne permettait en rien, du genre qu'il n'appelle pas comme ça, des hommes et des femmes, ne permettait en rien de considérer que la psychanalyse devait être hostile au mariage pour tous. Ben, certainement pas. Devait être Hostile au mariage pour tous. Effectivement, comme vous le rappeliez, entre deux hommes ou entre deux femmes, il n'y a pas plus rapport sexuel. Oui.